Bonjour à tous, nous allons continuer à étudier la Première Guerre mondiale, l'événement important, cet événement important du XXe siècle. Petit rappel de la situation, nous avons vu la semaine dernière que c'était une guerre de mouvement au début, avec l'offensive allemande par le nord, puis les positions qui se fixent sur un front qui va de la mer du Nord jusque la Suisse, l'Alsace, la Suisse. Et nous allons avoir droit à une guerre de position dans les tranchées. Alors vous avez vu un petit peu C'est pas sorcier qui vous a expliqué en image la situation en vrai. Et sur le front, eh bien, les soldats creusent des tranchées pour se protéger et empêcher l'ennemi d'avancer. Donc de temps à autre, il faut attaquer pour gagner quelques centaines de mètres, au gré en traversant des champs, en se protégeant derrière des murs détruits, etc. Puis entre deux assauts, c'est le repos dans les tranchées, dans des conditions, vous le voyez, déplorables, avec de la boue, très peu de place pour se reposer, et puis la peur incessante que les combats reprennent. Voilà un assaut qui était donné par un coup de sifflet, vous l'avez entendu par exemple. Alors la guerre 1914-1918 va voir des progrès technologiques et notamment l'apparition de nouvelles armes. Vous voyez à gauche ici que des soldats sont équipés de masques à gaz très rudimentaires, avec ici une cartouche de gaz. Bon, vous voyez que c'est pas terrible, mais c'est pour se protéger de gaz asphyxiants. L'ennemi va lancer des bombes qui contiennent des gaz asphyxiants, on l'appelait le gaz moutarde, qui irritait, qui brûlait les poumons dans des conditions atroces et qui provoquait la mort. Deuxième arme inventée à cette époque, c'est le lance-flamme. Vous le voyez, c'est une arme puissante qui crée des dégâts considérables et qui brûle rapidement des forêts, des installations, des bâtiments, etc. Autre progrès majeur, on va pouvoir, avec des canons de plus en plus puissants, voire même grâce à l'aviation ensuite, faire des bombardements extrêmement destructeurs. Vous voyez ici qu'on peut détruire des installations industrielles. Voilà, c'était dans le nord. Là, toutes les installations de la mine sont détruites. Donc forcément, eh bien, on ne peut plus produire de charbon, donc ça crée des problèmes après pour l'industrie, pour produire des armes, etc. Donc c'est important d'affaiblir l'ennemi grâce à ça. Et puis ces bombardements aussi vont raser des bâtiments, des villages complets. Vous voyez ici un village qui est complètement rasé, il ne reste plus rien, il faudra reconstruire complètement. Donc les canons, pardon, tirent des obus de plus en plus lourds. Et pour tirer des obus de plus en plus lourds, il faut des canons de plus en plus puissants. Celui qui faisait extrêmement peur aux Français, c'était le canon allemand le plus puissant qui s'appelait la Grosse Bertha. C'est un canon capable de percer 3 mètres de béton armé. Il pèse 42 tonnes ou 89 avec tout son moyen de transport. Vous voyez qu'il était mis sur des rails, carrément, 89 tonnes. Il est long de 10 mètres et il peut tirer des obus pouvant atteindre environ 800 kg et parcourir une dizaine de kilomètres. Donc c'est extrêmement avantageux pour l'ennemi puisqu'il peut tirer des obus beaucoup plus destructeurs qu'avant et en plus il peut les tirer de plus loin. Donc comme il est plus loin derrière les lignes, il est à l'abri des obus des Français. Donc il ne craint rien du tout. La vie dans les tranchées, vous l'avez compris, n'est pas vraiment facile. Alors déjà, comment s'organise la ligne de combat? Vous avez ici une partie qui sépare les tranchées des Français, des tranchées des Allemands. Cette partie-là, ça s'appelle le No Man's Land. La traduction, c'est le pays qui n'appartient à personne. No Man's Land. Donc c'est là que, quand il y avait un assaut, les soldats français ou allemands partaient en courant avec leurs fusils pour essayer d'atteindre la tranchée adverse. Donc les tranchées, vous les voyez, elles sont protégées par des barbelés, par des sacs de sable, par tout ce qui peut arrêter les balles.
Les soldats sont derrière, on appelle ça la première ligne. Ceux qui sont en première ligne du côté français ou du côté allemand, c'est ceux qui combattent ou ceux qui vont faire un assaut. D'accord? Mais c'est pas toujours les mêmes. Déjà, il y en a qui meurent. Et puis, ils sont fatigués. Donc, quand ils sont fatigués, ils sont relevés. Quand l'assaut est terminé, ils quittent par un petit boyau transversal. Ils vont en deuxième ligne se reposer. Et puis, vous le voyez de l'autre côté, il y a un autre boyau pour aller en troisième ligne et puis après pour aller à l'arrière du front. Donc, ces lignes-là sont bien organisées. Les Français ont des tranchées pas très profondes et protégées par du bois, etc., très rudimentaires, alors que les Allemands, eux, ils ont eu plus de temps pour s'installer, elles sont plus profondes et elles sont bétonnées. Voilà. Donc les assauts sont donnés assez régulièrement, et puis une fois c'est les Français qui gagnent, une fois c'est les Allemands, une fois ça bouge pas, etc. Donc pendant des semaines et des semaines, la situation est complètement figée. Et entre deux assauts, il faut bien vivre. Et c'est pas facile du tout. Donc il faut se reposer parmi les morts parfois. Il faut manger une ration qui n'est pas très bonne. Il y a des maladies, il fait froid, c'est très boueux, vous avez vu la photo tout à l'heure. Et puis il y a les rats. Alors c'est la chasse aux rats en permanence. Ici on les tue, parfois on les mange. Et il y a d'autres ennuis comme par exemple les poux. Les poux. Autre tactique de guerre, c'est que puisque tout le monde se regarde en face et qu'on se lance des assauts de temps à autre, parfois on essaye de creuser une tranchée en douce et d'aller poser des mines sous l'ennemi pour les tuer d'un coup. Donc ça marche parfois. Il faut savoir que de l'autre côté, on fait parfois pareil aussi, et ça a donné lieu à des situations cocasses. Là, je ne peux pas vous le montrer sur le dessin, mais parfois, des soldats allemands et français qui creusaient des tranchées en même temps se sont retrouvés à combattre sous terre, parce qu'ils se rencontraient. Donc c'était terrible. Donc vous l'avez compris, on dort comme on peut, dans le bruit, avec la crainte d'être réveillé en permanence ou de se prendre une mine. Et puis parfois quand même il y a des accalmies et on passe le temps. Donc, vous l'avez vu sur le C'est pas sorcier, lui, ils bricolent selon leur métier. Il y en a qui sculptent du bois, d'autres qui sculptent du métal. Et puis on écrit à sa famille ou on reçoit son courrier. Alors le courrier était filtré par l'armée pour qu'il ne puisse pas raconter toutes les horreurs. C'était relu par certaines personnes, on appelle ça la censure. Si c'était pas accepté, la lettre n'arrivait jamais. C'était une manière pour eux de donner des nouvelles à leur famille et d'en recevoir. Voici par exemple deux extraits. Des morts plein les routes, jusqu'à 7 km à l'arrière. Notre tranchée n'est qu'un modeste fossé creusé à la hâte. Nous y restons tapis en attendant que les Boches attaquent. Les Boches, c'est le nom des Allemands. Le 27 au soir, nous contre-attaquons à la nuit tombante. Nous avançons sous un feu d'enfer. Toutes les figures me semblent avoir des expressions extraordinaires. Personne ne semble avoir peur, car chacun sait ce qui l'attend. On n'entend que les crépitements de la fusillade, les éclatements des obus et les cris étouffés de ceux qui sont frappés. Donc vous voyez un peu dans quel cauchemar ils peuvent vivre. Autre chose, des gros rats, c'était épouvantable. Et pour les tuer, c'était pas possible. Il y en avait trop. Il y en avait partout, partout. Dans les gourbis, c'est-à-dire dans les trous, dans les flaques d'eau. Il y en avait dans les champs, il y en avait partout, partout. Ils nous donnaient des puces, ces salauds-là. Intenables. Autrement, les poux, il y en avait. Tout le monde en avait. Il y en avait dans les pantalons, il y en avait dans la veste, il y en avait partout. Des totos qu'on disait. C'était les poux, etc., etc. Donc la suite, la semaine prochaine, nous allons maintenant compléter le recto de la leçon, plus une partie qui se trouve au verso juste au-dessus.